Conakry, 16 décembre 2017, à la une des actualités, le Premier ministre en visite de travail à Boké, Mamadi Youla, a exhorté les partenaires miniers à consolider la transparence et respecter les engagements. De grands projets pour le développement de la Guinée, plus de 70 millions d'euros, c'est le coût du projet de reconstruction de la route Koyafo-Rekaria jusqu'à la frontière de la Sierra Leone. Conakry fait l'habillage de ses grands carrefours et autoroutes, des animations lumineuses installées pour émerveiller la population à l'approche des fêtes de fin d'année. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle page d'information dans la région de Boké. Sur les sites miniers, les ouvriers s'activent pour la réalisation de projets créateurs d'emplois. Présent sur le terrain, le Premier ministre chef du gouvernement a visité quelques installations avant d'exhorter les partenaires au respect des engagements. Adi Kamara, Ousmane Bangoura. Nous sommes à Taïgbé, dans la sous-préfecture de Kamsar, préfecture de Boké. Ici, le Premier ministre Mamadi Youla a tenu à visiter les installations de la société minière GAC, Guinea Alumina Corporation, filiale d'Emirat Global Aluminium, l'une des plus importantes compagnies minières au monde. Sur un site de 77 hectares, la société GAC va mener des opérations d'exploitation minière à partir des forages jusqu'au chargement en passant par le dynamitage et le broyage. Avant de construire des ouvrages de franchissement au nombre de 4, la société a procédé à la délocalisation de 210 sur les 213 familles impactées par le projet. Le travail qui est fait ici est impressionnant. Certainement, beaucoup de Guinéens ne s'imaginent pas de la qualité, mais surtout de l'envergure des travaux qui sont réalisés ici. Du projet GAC cap sur la société CBG. Depuis 1963, cette compagnie exploite l'important gisement de bauxite de Sangaridi dans la région de Boké. Aujourd'hui, il est question de procéder à l'extension des installations et à la modernisation des équipements avec de nouveaux systèmes de surveillance, d'exploitation et de production de la bauxite. Ici, par exemple, les travailleurs s'activent pour la construction d'un nouveau four souterrain porteur d'enjeux essentiels pour la société. Et je dois dire que pour nous-mêmes, mais pour tous les Guinéens, c'est un motif de fierté de voir que des projets de cette envergure sont réalisés en ce moment en Guinée. Ce sont des projets qui, cumulés, se chiffrent en milliards de dollars. Donc ce n'est pas des projets pour demain, ce sont des projets qui se font maintenant. Vous allez voir l'infrastructure sur laquelle nous nous tenons maintenant vient d'être réalisée. Elle est d'ailleurs encore en cours de construction. Donc c'est pour dire que le message que nous passons à nos frères de Boké, mais aussi à toutes les populations de la Guinée, c'est que c'est dans l'entente et dans la cohésion que nous pouvons développer notre pays. Ce message, il est important qu'il soit entendu, non seulement ici, mais partout en Guinée, que les Guinéens doivent se donner la main, œuvrer à la construction de leur pays et éviter tous les actes qui conduisent au désarroi, qui conduisent à la destruction, qui conduisent à ce que nous avons déploré ces derniers temps. Mais nous sommes rassurés. Après avoir rencontré les autorités et les populations de Boké, le message que nous avons reçu, en tout cas, ils s'engagent à tourner cette page et à se consacrer au travail. Comme on le voit, le gouvernement veille à ce que les efforts entrepris se poursuivent par des apports de capitaux substantiels capables d'accroître la valeur ajoutée de nos produits miniers. Restons à Boké pour s'intéresser à cet élan de développement communautaire soutenu par la CBG. En ce moment, la société effectue la remise d'ouvrages réalisés, de la modernisation des marchés à la construction d'écoles. D'importants investissements sont faits pour répondre aux besoins des populations en matière de développement socio-économique de base. Tcherno Ousmane Diallo, reportage. Loin du centre-ville de Boké, la localité de Bolanchon amorce un nouvel élan dans son développement socio-économique avec la mise à disposition d'une infrastructure scolaire, la première du genre dans ce secteur du district de Kaboui, sous-préfecture de Tanen. Coût de l'infrastructure, 400 millions de francs guinéens,
Une enveloppe financière décaissée par la compagnie des bauxites de Guinée pour répondre à un besoin pressant de la population et honorer un engagement. Ça fait partie de notre politique sociale. Nous avons des indicateurs de performance liés à l'assistance aux communautés. Ça, c'est un volet que vous avez vu. Il y a d'autres volets complémentaires qui vont continuer. Il y a toute une division qui est créée pour s'occuper de ce dossier-là. Et d'année en année, on est en train de renforcer notre investissement. On est passé de 600 000 $ il y a quelques années à 2 500 000 $ cette année. Donc ça témoigne de la volonté libre de CBG de continuer à supporter les communautés en réalisant des projets qui s'intègrent dans la satisfaction de leurs besoins primaires. Une scène de liesse partagée qui vient rappeler l'attachement des populations de cette contrée à la scolarisation de leurs enfants. Pour sa première année scolaire, l'école enregistre près de 100 élèves. Le besoin était important à plus d'un titre parce que ça fait des années que nous luttons pour que ce village ait son école. Les écoles qui sont à côté, qui sont dans la localité, se trouvent à une distance considérable, telle que Batapon, telle que Kimia, c'est très loin de ce village. Mais derrière la joie et toute cette ferveur, une inquiétude. Aucun enseignant dans les salles de classe pour encadrer les enfants. Il y a des enseignants qui sont passés ici, l'autre était venu, c'est nous-mêmes qui le payaient. Donc lui, c'était une dame, et il est resté ici, donc lui il a quitté. Donc il y a un monsieur qui était venu dans ce chemin-là aussi. On avait commencé aussi à enseigner les enfants, mais celui-ci aussi, je ne sais pas s'il est découragé ou quoi, lui aussi est rentré. Maintenant, là, nous sommes là, les enfants sont là, mais vraiment, on n'a pas gagné l'enseignement d'abord. Les jours à venir, d'autres écoles, cette fois-ci dans les préfectures de Gawal et de Télimélé, vont faire l'objet de remises officielles à la population. Au total, ce sont 5 nouvelles écoles qui ont été construites cette année par la CBG dans ces zones d'intervention afin de soutenir l'éducation à la base. Oui, l'éducation à la base pour parler de la décentralisation des constructions préscolaires. Plus de 2 milliards de francs guinéens ont été injectés dans un complexe préscolaire dans la commune urbaine de Bofar, 3e école maternelle publique du pays. Le projet vise à favoriser le développement des enfants. Amadou Touré nous signe ce reportage. C'est la pose de la première pierre du complexe préscolaire de Bofar. L'édifice comportera un bloc administratif, des bureaux, des salles de moniteurs, de restauration, des blocs latrines. Le tout sera bâti sur une surface de 3300 mètres carrés. Les travaux dureront 8 mois. De 40 ans, la Guinée n'a pas bénéficié de ce type d'école. C'est la première fois, grâce au président de la République. Dans les 10 années à venir, nous allons nous impliquer sérieusement pour la construction de cette école. 3e du genre en Guinée et première école maternelle publique à l'intérieur du pays. Ce complexe va regrouper tous les enfants de la communauté n'ayant pas l'âge d'aller à l'école afin de les préparer à intégrer facilement les cycles normaux de l'éducation. L'enfant qui a déjà fréquenté le préscolaire est déjà préparé pour le cours primaire. Désormais, les femmes enseignantes qui sont là, qui sont nourrices, ne vont plus souffrir pour garder leurs enfants. Elles peuvent envoyer leurs enfants à la maternelle ici. Elles peuvent aller donner normalement les cours sans être dérangées. Joie et de fierté pour toute la population de Bofar. Et c'est le lieu de remercier M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé et tout le gouvernement pour cet honneur fait à la population de Bofar et plus spécifiquement aux femmes. C'est à la faveur du décret du 16 août dernier que la direction du préscolaire a été rattachée au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. À ce jour, 30 moniteurs sont formés pour assurer dans les prochaines années l'encadrement des enfants. En 2018, le gouvernement compte réaliser 4 écoles maternelles dans chacune des 4 régions naturelles du pays. Comme annoncé au sommaire, plus de 70 millions d'euros sont annoncés pour la reconstruction de la route Okoya-Forêt-Carrière reliant la frontière de la Sierra Leone. Il importe de préciser que cette route de 75 km va accroître le développement et accélérer l'intégration économique et sociale des pays membres de la CEDEAO. L'Union européenne et le groupe de la Banque africaine de développement sont les financiers de ce projet. Aboubacar Junior Camara. Le projet de reconstruction de la route Koya, Farmoria et Famalapo est lancé.
Le coût de réalisation de ce projet de 75 km est estimé à plus de 78 millions d'euros. Ainsi, la Guinée pourrait se doter d'une route internationale d'intégration économique et sociale des pays membres de la CEDEAO, financée à 30% par l'Union européenne et 70% par le groupe de la Banque africaine de développement. L'aménagement et le bitumage de ce maillon d'intégration économique et sociale des pays de la CEDEAO est une priorité du gouvernement. Cette route est l'un des points noirs sur la tranche ouest africaine numéro 7, la tranche Lagos-Dakar, car elle fait la liaison de toutes les capitales côtières de l'Afrique. Pour les partenaires financiers et techniques, cet appui est le fruit d'une saine gestion macroéconomique et budgétaire enregistrée par l'État guinéen. La construction de cette route, ça témoigne en fait que les autorités guinéennes en fait s'inscrivent dans une dynamique qui est la meilleure utilisation des ressources en fait, qui permettra en fait d'arriver à une amélioration considérable du bien-être des populations. Pour les bénéficiaires, la réalisation de cette infrastructure contribuera à la réduction de la pauvreté et à l'autonomisation des femmes dans 12 communes des préfectures de Koya et de Forikaria. Aujourd'hui, voir le lancement effectif du projet de reconstruction de cette route est pour nous une fierté et ça nous va droit au cœur. Dans la mesure où l'état de dégradation de cette route commençait à embêter sérieusement les usagers, y compris les riverains. Cette route va permettre de rendre opérationnels les postes de contrôle juste à poser à Pamalap à travers l'interconnexion des douanes de la Guinée et de la Sierra Leone. Le cahier de charges est déjà disponible au ministère des Travaux publics. Les entreprises qui seront retenues auront 48 mois de délai d'exécution. Et puis ce communiqué émanant du ministère des Travaux publics, Madame la ministre des Travaux publics porte à la connaissance des usagers de la route Koya-Kindia de la défectuosité du tablier du pont de Boboya situé au PK65 de Conakry. Des grands trous béants sont visibles au sein de la dalle. À cet effet, Madame la ministre des Travaux publics recommande une extrême prudence au lieu de franchissement du dit pont. Des mesures sont prises pour la réfection totale du tablier. Elle présente ses excuses à l'ensemble des usagers pour les désagréments vécus au lieu de cet ouvrage. Elle sait compter sur le civisme de chacun et de tous. Et puis le Conseil africain des régulateurs a baissé les rideaux à Conakry. Lors de cette rencontre, les représentants des États africains membres de l'Alliance Smart Africa ont réfléchi sur la création des marchés uniques numériques pour l'Afrique. Les recommandations issues des travaux seront soumises à l'appréciation des chefs d'État du continent qui sont les initiateurs du projet. Mamadou Saliouba. Un réseau unique pour l'Afrique, un défi que les 22 États membres de l'Alliance Smart Africa tentent de réaliser. Pour cette troisième réunion de la structure, les délégués des 15 pays présents ont défini les préalables de l'unification de l'Afrique par les télécommunications. Comme vous le savez aujourd'hui, les coûts sont très élevés quand quelqu'un traverse dans un autre pays. Donc nous essayons maintenant d'harmoniser pour que tout Africain quittant son pays vers un autre pays soit toujours capable d'être accessible et d'effectuer son business comme d'habitude sans être affecté par les coûts de roaming élevés. Loin d'être un simple rêve, l'interconnexion des États africains est bien possible. Pour le faire, il faut aller par étapes. Le projet est en expérimentation dans certaines régions du continent, notamment dans l'espace CEDEAO et en Afrique de l'Est. Un des premiers projets de Smart Africa, c'était le free roaming. C'est-à-dire que nous avons enlevé les barrières de roaming entre nos différents pays. Nous voulons le faire pour le continent, mais nous avons commencé déjà sur le plan régional et les résultats ont prouvé que c'est quelque chose, nous sommes sur le bon chemin et donc les résolutions ont été prises et qui vont être remontées au niveau des chefs des États pour que ce soit des décisions et pouvoir être appliquées dans les différents pays. Comme déjà nous avons la libre circulation des personnes et des biens, donc ce serait bien qu'on ait une libre circulation lorsqu'on communique. Selon les spécialistes, en Afrique, plus d'1 milliard de personnes utilisent les technologies de l'information et de la communication. C'est pourquoi l'Alliance Smart Africa veut transformer l'Afrique en un marché numérique commun.
L'idée est d'accélérer le développement socio-économique de l'Afrique. Fait à Conakry des travaux de la plateforme partenariat de Ouagadougou. Cette retraite a permis d'aborder des sujets majeurs comme l'autonomisation des femmes et la révolution contraceptive. Le pari n'est pas encore gagné, mais l'institution francophone de l'Afrique de l'Ouest se dit optimiste quant à son combat pour une meilleure planification familiale des États membres. Habib Chama. Une dizaine de panels pour la même convergence, l'autonomisation des femmes et la révolution contraceptive. Précurseurs du partenariat de Ouagadougou, les 9 pays de l'Afrique de l'Ouest francophone ont eu 3 jours pour défendre le mérite de cette approche basée sur la planification familiale. Nous avons apprécié autant les focus sur les pays que les panels de haut niveau où les leaders politiques, les parlementaires, les religieux, la société civile et les partenaires ont exprimé ce qu'ils pensaient et ce qu'il faut faire pour rendre effectif l'autonomisation de la femme et la révolution contraceptive en Afrique de l'Ouest. Nous devons avoir comme boussole la mise en œuvre des résolutions et recommandations de cette 6e réunion afin de nous assurer à la 7e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou que nous ne sommes pas retrouvés ici sans raison valable. Les plans d'action de ces élus locaux de la sous-région prennent en compte cette problématique. Il en est de même pour la Guinée qui entend marquer le pas à l'hémicycle. Au nom de notre délégation, je m'engage à retourner à l'Assemblée nationale en tant que membre de notre mouvement et ambassadrice de la planification familiale. Il y a certes des acquis, mais la révolution contraceptive est une pente que le partenariat de Ouagadougou se doit de surmonter. L'Afrique de l'Ouest est loin de la révolution contraceptive puisque nous avons aujourd'hui des taux qui avoisinent les 22%, 18%, de 18 à 22% dans nos pays. Mais ce que nous voulions, c'est de réveiller les consciences pour que l'Afrique de l'Ouest, qui est en train de bouge et accélère pour rattraper son retard sur l'ensemble des indicateurs en santé sexuelle et reproductive. Pour assurer le suivi des engagements, l'approche ougandaise des motion trackers est parmi les modèles à expérimenter. En attendant, il faudra identifier le prochain pays hôte de la 7e réunion du partenariat de Ouagadougou. L'heure de la révolution contraceptive. Remise d'un lot de logistique au ministère de la Justice. C'est un don de l'Union européenne qui s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la réforme du secteur de la justice et vise à renforcer les capacités opérationnelles des juridictions. Mamadi Ternaka Mesoko. C'est un important don qui vient renforcer la capacité opérationnelle de l'institution judiciaire. Dans le cadre des activités du programme d'appui à la réforme du secteur de la justice, l'Union européenne honore un de ses engagements avec la mise à disposition de près de 300 mobiliers de bureaux et accessoires, du matériel informatique composé de 192 ordinateurs, le même nombre en non-dealer et en imprimante. À cela s'ajoutent 13 véhicules devant servir de moyens de transport des détenus, des étudiants du centre de formation judiciaire et de déplacement des cadres vers les juridictions de l'intérieur du pays. L'unique ambulance du lot servira à l'évacuation des malades vers les centres hospitaliers. Nous appuyons évidemment le ministère de la Justice avec cet important programme d'appui à la réforme du secteur de la justice à hauteur de 20 millions d'euros qui est en cours depuis 2014, qui va nous permettre de continuer encore cette coopération pendant au moins 2 ans. Un véritable cadeau de Noël qui va aider le ministère de la Justice à aménager la nouvelle chancellerie et à équiper les juridictions du pays. Quand on facilite le travail des magistrats, le travail des auxiliaires de justice, ça va dans l'intérêt de la population. Et c'est l'objectif qu'on a, qui nous a été assigné et qu'on va respecter. Cet appui s'élève à près d'1 million d'euros. Il vient faciliter la mise en pratique de la nouvelle organisation judiciaire qui rend compétents les tribunaux d'instance en matière criminelle. Des avancées qui confortent la justice en quête de performance.
Toujours dans l'actualité nationale, à présent en Guinée, depuis près de 5 ans, le projet Filets sociaux productifs est à 90% de ses engagements. Il vient de soumettre au comité de pilotage le rapport d'activité de 2017 et le plan de travail du budget annuel exercice 2018. Abdul Karim Kamara. Cette année, en Guinée, 346 districts et 83 sous-préfectures ont bénéficié des micro-projets des filets sociaux productifs. Les ménages vulnérables bénéficiaires de ces localités ont réalisé les activités de 2 composantes du projet. Les travaux dits de haute intensité de main-d'œuvre et les transferts monétaires. Ici, ce rapport d'activité 2017 est présenté au comité de pilotage des filets sociaux. Ce qui a fait mention qui a été mentionné du moins dans le rapport annuel et que le comité de pilotage maintenant est en train de donner les pistes de solutions pour que par rapport au PTBA 2018, qu'on ne soit pas dans la même dynamique. Le plan d'activité de l'exercice 2018 est aussi présenté aux 13 membres du comité de pilotage. Pour la composante 1, plus de 13 000 ménages bénéficieront de 124 micro-projets. La composante 2 sera réalisée sur 8 transferts conditionnels et 3 transferts conditionnels souples. 2018 va marquer vraiment un appui fort, significatif et durable aux groupements qui ont été créés dans les différentes zones d'intervention du projet des filets sociaux. Nous allons mettre en place un mécanisme de pérennisation des groupements qui ont été créés à travers des forêts communautaires qui vont être exploitées et les dividendes permettront à ces groupements de continuer leurs activités. Toujours, on a continué à financer le projet à travers les partenaires techniques et financiers. Ça, nous avons la possibilité de financer nos projets lorsqu'il y a la sécurisation des ressources internes. Et c'est ce qu'on va faire. L'exercice 2018 entend accompagner la Guinée afin de mettre en place un registre social unifié. Les contraintes qui en découlent constituent un plaidoyer pour un financement additionnel. Comment amorcer l'émergence du secteur agricole? C'est le défi à relever par la nouvelle politique de développement agricole. L'objectif clé est d'améliorer le climat des affaires dans le monde rural pour attirer plus d'investisseurs. Tout cela en tenant compte des exigences comme le changement climatique et l'emploi jeune. Frédé Camara. À l'échelle nationale, l'agenda de la promotion rurale s'inscrit dans un esprit de synergie des interventions des départements sectoriels de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'environnement. L'objectif est de redéfinir tous les contours de la nouvelle politique nationale de l'agriculture et de son fil conducteur, le PNIAZAN, le plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, un plan de 2e génération. Nous avons fait l'évaluation de la première génération. On a essayé de tirer les leçons et on a essayé de nous adapter le plus possible aux mutations du contexte national, sous-régional et international. Donc c'est ce que nous validons aujourd'hui. Pour la révision de la politique agricole et de son principal instrument de mise en œuvre, des questions d'actualité sont exhumées, notamment l'accès au marché, l'amélioration de la résilience et l'insertion des jeunes pour assurer la relève. Il faut un recrutement. Notre génération, nous sommes tous des partants. D'ici 2025, on trouvera qu'on n'a pas 10% des effectifs dans les services administratifs. Maintenant, comment en ce temps ça va finir? Comment la politique là sert à diriger? Qui va piloter? Parce que ces jeunes-là ont besoin d'être encadrés. Il ne faut pas les recruter à un ultime près. Ils n'ont aucune expérience. Ils ne pourront pas faire quelque chose de fiable. Dans un tout autre registre, pour améliorer la gouvernance, des suggestions sont émises pour la mise en place des instruments de gestion participative. Des instruments qui devraient tenir compte des préoccupations des producteurs à la base. Aujourd'hui, dans notre pays, il existe pour chaque collectivité rurale une obligation par le Code des collectivités d'avoir un plan de développement local. Pas un rêve, mais l'objectif qu'on doit se donner, c'est comment le plan de développement agricole local peut être annexé à ce plan de développement local global. L'assainissement du climat des affaires pour encourager l'implication du privé est l'autre défi à relever pour un monde rural attractif pour les jeunes. Sans oublier la réactualisation des statistiques pour ne plus naviguer à vue.
Tout à fait autre chose, c'est désormais attendu. Conakry refait sa toilette de lumière un peu partout dans la cité. Le gouvernorat de la ville veut cette année émerveiller la population par l'imagination lumineuse. Vivez les lumières de fête de fin d'année avec Moussa Bangora. En prélude aux fêtes de fin d'année, le gouvernorat de Conakry décide de rendre belle la capitale en installant des jets de lumière. La démarche vise à raccompagner l'année 2017 en beauté. Ça fait la beauté de la ville de Conakry, surtout pendant la nuit. Si le gouverneur continue chaque année, je pense que c'est une bonne chose. Les travaux d'installation progressent de façon satisfaisante. Les techniciens se relaient pour être dans le délai. On a beaucoup fait, on a fait la présidence, là-bas c'est presque fini. On a fait la primature au port, là-bas aussi c'est fini. On a fait à la place des martyrs jusqu'à Ignacidine, c'est-à-dire le boulevard de la République, ça c'est fini. On a fait commissariat central jusqu'à Tombo. Cette année, le slogan de la fête de la lumière, c'est illuminer la ville de Conakry pour apporter plus de joie dans le cœur des Guinéens, des Conakryens en général. L'axe que nous pratiquons, c'est du pont 8 novembre jusqu'à Lansanaya. Et là, nous sommes à Matoto, nous avons encore 10 jours pour finir le boulot. Déjà, quelques ronds-points et places publiques sont dans l'ambiance. Dans moins d'une semaine, la capitale Conakry va vibrer au rythme du son et de la lumière. Cette opération annoncera les couleurs de la deuxième édition Conakry Ville Lumière. Triste nouvelle avec le décès du grand chancelier des ordres nationaux de Guinée à Bruxelles. Le peuple de Guinée lui a rendu un vibrant hommage au palais du peuple. L'homme fut également grand croix de l'ordre national du mérite. Mounir Bari, Mamadou Salouba. Né à Lola, le commandant Moriba Kourma a débuté sa carrière militaire à 19 ans. Le soldat Moriba Kourma a intégré l'armée coloniale française en 1954. Il se fera un nom au Mali, en Algérie, puis au Sénégal, avant de rentrer au pays le 16 décembre 1958. El Hadj Moriba Kourma personnifie l'esprit de bonté. Oui, El Hadj Moriba Kourma était bon. Il avait la grandeur et la simplicité des grandes âmes débonnaires. Il était profondément moral. Ce noble caractère faisait émaner de tout son être une foi inébranlable en l'islam et un optimisme réel pour le progrès de l'intelligence et de la justice. Commandant Moriba aussi était un cas de réussite. Il détestait 3 choses qu'il disait lui-même. Il disait qu'il détestait le mensonge, qu'il détestait la malhonnêteté et surtout qu'il détestait l'ingratitude. J'ajouterais qu'il détestait particulièrement l'indignité. Donc, une personne de cet acabit qui nous quitte, devons célébrer sa vie en suivant son exemple. L'action de ce fidèle compagnon du professeur Alpha Condé fut riche et toucha de nombreux cercles de notre pays. Aux membres de sa famille biologique, je voudrais dire qu'ils peuvent être fiers malgré la peine, car leur mari, leur père, leur grand-père, leurs frères, leurs chers doyens eut une vie bien remplie ici-bas. Nous prions le Tout-Puissant, Allah, qu'il accorde à El Hadj Moriba Kourma le repos éternel et l'accueil dans son paradis. El Hadj Moriba Kourma ne restera pas longtemps dans les casernes militaires. Dès 1959, il intègre les services des douanes. Il est directeur préfectoral à Forêt-Caria et à Macenta avant d'être gouverneur de région à Télimélé et Mandiana. En 1989, le commandant devient inspecteur des douanes dans la région de l'Abbé. Ce frère a beaucoup fait pour nous. Il nous a encadrés en des moments très difficiles parce que nous étions très jeunes, pleins de fougue. Mais le frère Moriba nous a toujours temporisés. Mon père
a laissé un héritage au niveau de la famille, l'éducation. Il a servi loyalement la nation et nous remercions très sincèrement le chef de l'État pour avoir porté la confiance sur notre papa. Et aujourd'hui, le papa est parti. Nous remercions très sincèrement tout le peuple de Guinée pour tout ce qu'ils ont eu à faire pour le papa. Et nous leur confions aussi la famille pour leur dire que nous sommes entièrement à la disposition du chef de l'État et du peuple de Guinée. Le destin du doyen Moriba le conduira à la grande chancellerie. Il est nommé secrétaire général en décembre 2011. En mars 2015, il obtient le titre de grand chancelier des ordres nationaux du mérite. Le commandant Moriba Kourma est décédé à 82 ans. Il laisse derrière lui 2 veuves et 9 enfants. Que Dieu ait son âme, Amin. Et puis la 5e promotion du cours des futurs commandants d'unité et de la 4e promotion du cours de chef de service administratif viennent d'inscrire leur brillante sortie des écoles militaires de Manéa. Ces nouveaux officiers au nombre de 69 ont été outillés en commandement et gestion des ressources humaines, matérielles et financières des forces armées. La traditionnelle cérémonie de remise de diplôme s'est déroulée en présence du chef d'état-major général des armées, adjudant sergent Kamano. Ils sont au total 69 officiers venant des différents corps de l'armée guinéenne à recevoir leur diplôme de fin de formation. Ces récipiendaires constituent la 5e promotion du cours des futurs commandants d'unité et la 4e promotion du cours de chef de service administratif. Une qualification qui leur permet de commander respectivement une unité d'infanterie et un service. L'objectif de ce stage a été atteint. Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'affirmer que les stagiaires qui viennent d'obtenir brillamment leur diplôme sauront mettre en valeur les connaissances acquises au service des forces armées guinéennes. Depuis l'entame de la réforme du secteur de sécurité, l'état-major général des armées a fait de la formation et de la qualification continue des hommes l'une des priorités de son plan d'action. Quant à vous, stagiaires ici présents, qui venez de bénéficier de ces formations aux écoles militaires de Manéa, nous vous félicitons et vous encourageons dans les efforts consentis dans l'acquisition de nouvelles connaissances que vous devez mettre en application une fois de retour dans vos unités respectives. J'en suis sûr qu'au sortir de ces stages, vos actions reflèteront la qualité de la formation reçue. Je tiens à remercier l'ensemble des formateurs et l'encadrement des écoles militaires de Manéa pour leur sens du devoir bien accompli, leur esprit de sacrifice et leur patriotisme pour la réussite de cette noble mission. Créées en 2007, les écoles militaires de Manéa regroupent en leur sein 3 grandes écoles. L'école nationale des sous-officiers d'active, l'école nationale d'administration militaire et l'école de transmission. Chaque année, plus de 1000 militaires, officiers et sous-officiers sortent de ce temple du savoir des forces armées guinéennes. Après ce reportage de l'adjudant-chef Sekou Kamano, correspondant de la presse militaire, on en vient à la page sportive. C'est parti pour une nouvelle saison du championnat national de karaté. Le coup d'envoi a été donné dans la salle des sports du 28 septembre. Les compétiteurs auront à se défendre les menus, un tournoi de détection des meilleurs. Alia Kamara. Cette 3e édition a débuté par un carnaval de présentation. 164 compétiteurs prennent part au championnat. Toutes les ligues régionales du pays et celles de la zone spéciale de Conakry sont représentées à ce tournoi. Les combats, suivis de très près par des experts de la discipline, permettent de détecter de nouveaux talents et les meilleurs seront sélectionnés dans l'équipe nationale de karaté. Je me suis bien entraînée. J'ai fait plus de 5 mois d'entraînement pour gagner cette compétition. Je suis heureuse aujourd'hui d'être championne de ma catégorie et fière de mon maître. Je suis plein de joie. C'est une fille qui fait la fierté de notre club, en particulier et en général la fierté de la jeune fille guinéenne aujourd'hui.
et elle est très assidue. Régulièrement, quelles que soient ses préoccupations, elle est toujours dans la salle. La particularité de cette édition est la présence de toutes les équipes militaires et paramilitaires. Le karaté guinéen a un défi à relever, prendre part aux prochains Jeux olympiques et remporter des médailles comme lors du précédent Tika Zone 2 organisé en début d'année. Le karaté est devenu une discipline olympique. Donc au seuil de cet olympisme et qui se pointe à l'horizon, je veux parler des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Nous avons l'obligation de la performance, nous avons l'obligation de l'engouement autour de cette discipline sportive. C'est pourquoi la participation aujourd'hui à ce championnat national Coupe de la Guinée est un sens de motivation pour toutes les équipes aujourd'hui qui sont présentes ici, qui se donneront le meilleur d'eux-mêmes pour être au diapason de cette ambition. Un défi que la Guinée, classée 3e nation lors du tournoi international de karaté de la zone 2, se propose de relever en recrutant les meilleurs athlètes. Ce championnat de 2 jours se déroule en kata et en kumité. Et puis cette brève sportive de Abdulaziz Baldé, le Real Madrid a remporté son 6e titre du mondial des clubs en battant ce soir les Brésiliens Grêmio par 1-0. Ce but est marqué sur un coup franc de Cristiano Ronaldo. À une semaine du Classico, le Real Madrid a parachevé sa moisson par un 5e titre, son record historique. Nous passerons bientôt à la nouvelle année, mais bien avant l'arrivée de 2018 avec ses merveilles, nous ouvrons le dossier Best-of de 2017 sur de grandes activités du chef de l'État. Ce soir, nous faisons une halte sur la visite d'État de 72 heures que le professeur Alpha Condé a effectuée à Paris. C'était au mois d'avril dernier. Suivez. Les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, aujourd'hui aux couleurs guinéennes et françaises. Partout sur cette avenue historique de la capitale française, ce sont les tricolores de ces deux nations qui flottent. Et pour cause, professeur Alpha Condé arrive pour une visite d'État. La dernière justement pour un chef d'État sous la 5e République avec le président François Hollande. Il est 14h45 ce lundi 10 avril 2017. L'avion transportant le chef de l'État guinéen atterrit sur le tarmac de l'aéroport de Paris-Orly. À sa descente, professeur Alpha Condé est accueilli par Annick Girardin, ministre française en charge de la fonction publique, qui le conduit directement au pavillon d'honneur de cet aéroport où se trouvent toutes ces personnalités guinéennes et françaises. Sur l'avenue qui mène à l'Élysée, l'impressionnant cortège présidentiel est admiré par Paris. La procession dure une demi-heure, prélude à toutes les solennités officielles. Professeur Alpha Condé est attendu par son homologue et frère de l'international socialiste François Hollande. J'accueille aujourd'hui le président de la Guinée, Alpha Condé, pour une visite d'État. C'est la première dans l'histoire de nos deux pays que nous pouvons avoir cette réception à la hauteur de ce qu'est l'histoire. L'histoire, elle a été tumultueuse. Chacun ici se souvient, 1958, puis après même rupture des relations diplomatiques pendant des années. Puis il y a eu, heureusement, la reconstruction. Et Alpha Condé a été un élément déterminant pour que nous puissions avoir entre la France et la Guinée cette amitié renouvelée. Et cette visite d'État en est le symbole. Il est 19h30. Les membres de la délégation guinéenne commencent à rallier le palais de l'Élysée. Tous sont venus rehausser de leur présence ces dîners d'État qu'offre le président François Hollande à son hôte de marque, le président de la République de Guinée et président en exercice de l'Union africaine. Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée.
un dîner d'État, oui, mais aussi une occasion pour le président de la République française de parler des nombreux progrès enregistrés en Guinée sous le leadership du professeur Alpha Condé. La fin d'un séjour historique. Jusqu'au bout de sa visite d'État, le président de la République de Guinée a eu droit à tous les honneurs que la France peut accorder à ses hôtes de prestige. Déjà classée parmi les 3 pays prioritaires de la coopération française, la Guinée a bénéficié de nouveaux accords économiques qui font la satisfaction du chef de l'État. On a signé 9 accords, la Guinée a signé 9 accords avec la France, donc dans tous les domaines, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'assainissement, dans le domaine du financement des projets, etc. Donc c'est quand même 9 projets importants qu'on a signés à l'Élysée. On est dans une nouvelle phase. Quel que soit le futur président, on ne fera pas moins. La France est un État. Le président Hollande a parlé aujourd'hui au nom de la France. Les engagements de la France seront respectés et nous les employerons à faire avec les nouvelles autorités une politique de coopération, une politique diplomatique d'une ampleur non égalée parce qu'on ne reculera plus. On ne fera qu'avancer. C'était le condensé de quelques activités du chef de l'État. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici qu'on s'arrête au compte de ce samedi. Merci de votre aimable attention et surtout restez avec nous sur la chaîne qui a pour mission de vous servir. Bon week-end à tous. Lipco innove, améliore ses produits. La génération de consommateurs avisés est une grande inspiration pour Lipco. Pour vous satisfaire, Lipco dispose d'une gamme riche et variée de produits correspondant à vos besoins et modes de vie. Lipco dispose dans sa galerie des meubles de bureau, des tables, des coffres-forts, des meubles de maison importés mais aussi fabriqués en Guinée.